Les auteurs du film voulaient remettre en question le cinéma traditionnel. Le plus qu'ils pouvaient espérer de cette courageuse entreprise tenait à certains chocs psychologiques. Les voici devant un succès total, un succès retentissant, presque embarrassant. L'année dernière, à Marienbad a causé une sorte de traumatisme. D'abord sur un jury international, parmi les plus sévères et les plus prestigieux, mais surtout sur un immense public dans le monde entier. Toutes les conditions se trouvaient réunies dès lors pour déchaîner le fanatisme en pour ou en contre. Nous avons le très grand avantage ce soir d'entendre l'un des deux célèbres Alains nous parler à cœur ouvert de cette passionnante expérience. Le pape du nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, s'explique sur le nouveau cinéma. D'ailleurs, en relisant Les Gommes ou Les Voyeurs, Jalousie ou Le Labyrinthe, l'image et la lettre nous semblent à tel point liées que si Robbe-Grillet a introduit une nouvelle littérature au cinéma, c'est peut-être qu'il avait déjà lancé le nouveau cinéma en littérature. Cette conférence, une production de Radio-Canada, vous parvient en différé de la Maison des étudiants canadiens à la Cité universitaire de Paris. On m'a souvent demandé de parler de Marienbad. Je fais des conférences, des exposés, des dialogues, et je suis de plus en plus gêné de le faire, parce que j'ai toujours l'impression qu'on attend de moi des explications sur un film qui, pour moi comme pour Alain Resnais, ne relève pas du domaine des explications. Et pourtant, ces explications nous intéressent. Elles nous intéressent, mais comme une chose venant un peu en plus par rapport à un film qui, pour nous, ne s'adressait qu'au domaine de la sensibilité. Ces explications, vous en avez eu sûrement connaissance dans divers journaux. On a dit, par exemple, que... l'explication la plus simple, un homme et une femme se sont rencontrés il y a 1 an, l'homme retrouve cette femme, mais elle refuse de le reconnaître. Alors, dans cette explication-là, c'est lui qui a raison et elle qui ne veut pas se souvenir de cette histoire d'amour qui a eu lieu entre deux il y a 1 an. On a dit aussi que c'est l'homme qui invente tout, qu'il invente tout au fur et à mesure, que par conséquent, ce n'est pas étonnant que la femme ne le reconnaisse pas, car en fin de compte, elle ne le connaît pas du tout, elle le rencontre cette fois-ci pour la première fois. On a dit aussi que l'héroïne était morte et que le héros revenait la chercher aux enfers. C'est en somme une reprise du vieux mythe d'Eurydice qu'Orphée tente d'arracher au royaume des morts. On a dit aussi qu'ils étaient morts tous les deux. On a dit que c'était X, le héros, qui représentait la mort, qu'il était une sorte d'allégorie de la mort, et que dans cette optique, c'est la célèbre histoire du rendez-vous d'un homme avec sa mort, ici d'une femme avec sa mort. Ils ont rendez-vous, mais elle ne le reconnaît pas, bien sûr, comme on ne reconnaît jamais sa propre mort, puis comme on ne peut pas lutter non plus contre sa propre mort, elle finit par partir avec lui, ce qui expliquerait d'ailleurs son peu d'enthousiasme à le suivre, très perceptible dans les dernières images. On a dit aussi que l'héroïne était folle, que l'histoire se passait non pas dans un hôtel, mais dans un asile psychiatrique, et que le héros était tout simplement le médecin qui essayait de lui faire retrouver non pas un passé réel, mais un passé psychanalytique, c'est-à-dire une histoire qui aurait traumatisé sa sensibilité et contre laquelle il serait chargé de lutter pour la guérir. Cette version expliquerait pourquoi le mari se penche avec tant de complaisance sur les entretiens donc du médecin et de sa malade. Toutes ces explications nous ont semblé passionnantes, à Resnais comme à moi-même, quand on nous les a exposées. Certaines d'entre elles nous avaient déjà effleurées dans le cours de la rédaction ou du tournage du film. Il est évident que pour nous, n'importe laquelle de ces explications serait inacceptable. Et si nous les voyons en somme d'un œil assez serein, c'est parce qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont contradictoires. Par exemple, quand on dit que le film est une allégorie de la mort, on est incapable de préciser si c'est le personnage joué par Pitoïev ou celui joué par Albertazzi qui représente la mort. Par conséquent, pour nous,
il n'y a là rien d'alarmant, car il n'y avait dans notre idée aucune allégorie. Ce film, pour nous, n'est pas un film à clé. Si nous avions eu quelques précisions métaphysiques à donner sur la vie et sur la mort, je crois qu'il aurait bien mieux valu écrire un traité de métaphysique. Nous avons fait un film, tout simplement, et c'est en tant que film que ce travail s'adresse au spectateur. Ce film est fait pour être vu, est fait pour être senti, est fait pour être aimé. Ce n'est qu'un peu en plus, si vous voulez, qu'il est fait pour être compris. Et dans le domaine de la compréhension, il est évident que n'importe quelle interprétation est la bonne, ce sera celle que chacun lui donnera. Il est même possible que les producteurs se soient servis de ça pour un effet un peu publicitaire. Allez voir donc ce film comme si vous l'aviez fait vous-même, n'est-ce pas? L'histoire que vous y découvrirez sera la bonne puisque ce sera la vôtre. Eh bien, il est important quand même de préciser que pour nous, aucune de ces histoires ne prévaut sur une autre. C'est-à-dire que nous avons raconté tout ce que nous savons de cette histoire. Il n'y a pas une vérité que nous avons cachée et que je pourrais, par exemple, vous délivrer dans une conférence en vous disant « vous avez vu ça, eh bien, en réalité, maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé vraiment, etc. » Ce qui s'est passé vraiment, c'est tout simplement ce que vous avez devant les yeux. Et pour moi, c'est très important de préciser que ces personnages n'ont pas d'existence en dehors de l'écran. Ils commencent à exister quand ils apparaissent sur l'écran. Au moment où ils sortent de l'écran, ils ne sont plus rien. Et quand on me pose la question d'où viennent-ils, je dis je ne sais pas, n'est-ce pas? Ils arrivent sur l'écran, ils entrent en scène, et à ce moment-là, ils commencent à exister. Et à la fin du film, si on me demande où vont-ils, je répondrai tout simplement je n'en sais rien, ils sortent du champ, ils ne sont plus rien. Comme dans la phrase d'un personnage de Beckett, je crois, dans Fin de partie, « Hors d'ici, c'est la mort », n'est-ce pas? Il n'y a rien en dehors de l'image qu'on voit sur l'écran. Je crois que c'est une chose assez importante, si vous voulez, si on essaie de caractériser ce nouveau cinéma. Il n'essaie pas de créer des personnages au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'au lieu de vous montrer des fragments de la vie de personnages qui ont une existence en dehors de l'écran, au contraire, il vous montre tout. Mais c'est un tout qui est fragmentaire, qui est contradictoire, qui est incomplet et qui peut-être ne mène à rien. Si bien que les différents éléments du film dans lesquels on a voulu voir des significations précises, par exemple, quand on a dit « le jardin, c'est un cimetière », ou au contraire, l'hôtel, c'est un cimetière d'ailleurs, ou bien qu'on a voulu donner une signification allégorique à ce mystérieux jeu des allumettes que jouent volontiers les partenaires entre eux, nous sommes bien obligés de dire que ces éléments-là ne sont pas là pour signifier autre chose que ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils n'ont pas de signification en dehors d'eux-mêmes. Quand ces personnages jouent aux allumettes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils jouent aux allumettes comme ils joueraient à n'importe quoi d'autre, au baccarat ou à la roulette. Et d'ailleurs, ces questions qui ne se posent même pas pour moi sont encore plus nombreuses que celle dont je viens de parler brièvement. Si l'on me demande, par exemple, est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose l'année dernière à Marienbad, je réponds tout simplement, je n'en sais rien. Je n'en sais pas plus que vous, et même pour moi, la question ne se pose pas, et si le film est réussi, elle ne doit pas se poser pour le spectateur. La seule réponse que je pourrais faire, c'est qu'au début du film, je répondrai non, c'est-à-dire que pendant mettons la première moitié de la projection, je pourrais affirmer non, il ne s'est rien passé l'année dernière à Marienbad, tandis qu'au contraire, à la fin du film, si l'on me reposait la même question, je répondrais oui, mais on est à Marienbad depuis le début du film, et on est en somme l'année dernière depuis le début du film, ou plutôt, il n'y a pas de Marienbad, il n'y a pas d'année dernière, il n'y a que cet ici et ce maintenant qui n'ont pas cessé d'être présents et actuels sur l'écran. De même, le problème de la mémoire, dont on a beaucoup parlé à propos du film,
je ne suis pas sûr qu'il me concerne particulièrement. Il est possible que René, dont l'œuvre s'était beaucoup penchée sur cette question de la mémoire humaine, en particulier de la mémoire des grandes amours, ait vu le film à certains moments sous cet angle. Personnellement, il ne peut pas être question de mémoire. C'est une histoire qui est créée au fur et à mesure, non pas par le narrateur, mais par les protagonistes. Elle est créée comme un échange entre un homme et une femme sous l'œil de différents témoins. Mais il ne peut pas s'agir de se souvenir de quelque chose d'autre, puisque justement tout se passe dans un monde où le passé est impossible. À ce propos, on a beaucoup parlé du temps à propos de Marienbad, et on a beaucoup parlé du temps à propos du roman contemporain, du nouveau roman, comme on dit maintenant, de mes œuvres en particulier, ou de celles de Butor ou de Claude Simon. Et on a dit que depuis 50 ans, tout le roman moderne était caractérisé par ceci, que le temps en serait devenu le principal personnage. J'ai l'impression que c'est très faux. Je dirais même presque que c'est tout le contraire, que le temps était en somme le personnage principal des romans d'il y a 100 ans, par exemple des romans de Balzac. Le temps était un accomplissement de l'homme. Et au contraire, je verrais plutôt dans le roman contemporain comme dans le cinéma contemporain une sorte de négation constante de l'idée de temps, ou en tout cas de l'idée de temporalité. C'est comme si c'était un temps sans temporalité, un temps qui n'était pas fait d'un passé, d'un présent et d'un futur, mais un temps qui ne pouvait admettre que le présent. Encore une fois, ici et maintenant, hors d'ici, il n'y a rien, hors de maintenant, il n'y a jamais rien eu, il n'y aura jamais rien. Ce qui explique que les personnages de ce film, comme les personnages de mes romans, ont souvent paru si bizarres, et que les humanistes traditionnels leur ont fait le reproche de n'être pas humains. Évidemment, comme il n'y avait pas de temps qui accomplissait l'homme, comme il n'y avait pas de caractère existant avant le roman ou le film, ou après le roman et le film, comme on ne savait pas d'où venaient ces gens, qu'on ne savait pas où ils allaient, etc., on a dit, eh bien, ce ne sont pas des hommes, tout simplement. Et je crois que là, c'est très faux. Ce sont bel et bien des hommes comme vous et moi. Seulement, ce ne sont pas des personnages au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire au sens où le roman du XIXe siècle l'a consacré. Et j'irai encore plus loin, je crois que de même qu'on ne peut jamais préciser dans le film si une scène est présente ou passée ou future, car on a dit quelquefois que certains détails avaient été fournis par le réalisateur pour pouvoir justement dater les scènes. Je crois que ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas vraiment des robes que l'héroïne porte il y a un an et des robes qu'elle porte maintenant. Au contraire, elle change constamment de robe en un jeu extrêmement, troublant pour la chronologie, qui fait qu'aucune robe n'est datable de l'année dernière ou de cette année. Et de même, je dirais que la différence entre le réel et l'imaginaire n'est pas aussi marquée que beaucoup de commentateurs du film l'ont dit. Parce que ceux qui ont admis que le film était non pas un souvenir, mais une création, que le film ne se présentait pas comme un film traditionnel qui racontait l'histoire d'une crise entre des personnages, même ces gens-là ont essayé souvent de faire une différence entre les scènes réelles, comme ils disent, et les scènes imaginaires. Disant par exemple, dans tel ou tel décor, l'ornementation est trop chargée, donc il est probable que la scène est délirante, ou bien tel plan est surexposé, il est trop blanc par exemple, ou il est trop sombre aussi bien, donc c'est probablement une imagination de tel ou tel personnage. Je crois que c'est faux, que si le film est réussi, de même que la question ne doit pas se poser de ce qui est présent, passé ou futur, de même la question ne devrait pas se poser de ce qui est réel, comme on dit, et de ce qui est imaginaire. Parce que justement, ce cinéma contemporain, comme ce roman contemporain, met en question non seulement l'idée de temps, mais aussi l'idée de réalité. Il est évident qu'il y a 100 ans, on pouvait faire une différence
tangible, si vous voulez, entre une imagination et une réalité. Il semble au contraire aujourd'hui que l'idée de réalité sur laquelle nous vivons est psychologiquement plus complexe, si vous voulez. Ainsi, il y a-t-il dans Marienbad des scènes insensées, si vous voulez. Par exemple, au moment où le mari tire sur sa femme et où elle s'écroule dans une pose très grandiloquente, ou bien le moment où l'amant enjambe la balustrade et où la balustrade s'effondre avec un bruit rocambolesque de mauvais opéra. Eh bien, ces moments qui sont des moments fous sont pour moi, et je crois pour Alain Resnais aussi réels que les autres. Mais c'est une réalité qui a plus de prétention, si vous voulez, que d'être le récit objectif et policier de ce qui s'est passé vraiment. C'est une réalité qui repose en somme sur une autre définition du réel. Pour nous, comme pour tout le roman contemporain, le réel, la réalité, n'est ni un constat pur, ni un pur fantasme, si vous voulez. C'est quelque chose qui est comme à la rencontre d'une objectivité et d'une subjectivité, comme une réalité qui est matérielle et qui pourtant est créée de l'intérieur de l'homme. Et je crois que c'est ce qu'il faut voir dans tous mes romans, comme dans beaucoup des romans de mes amis, comme dans ce film l'année dernière à Marienbad. Maintenant, si je dis que telle scène est délirante, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire probablement qu'elle n'appartient pas à la subjectivité de tout le monde et qu'il faut à ce moment-là l'attribuer à la réalité, non pas de n'importe quel observateur impartial, mais d'un observateur particulier qui est par exemple le narrateur du film ou au contraire celui qui le subit. Et là encore, quand on a tant répété que l'ambition du nouveau roman était d'être objectif, je crois que c'est une très grave erreur, car le minimum de l'objectivité, c'est de faire intervenir des témoins impartiaux, alors qu'au contraire, tous les narrateurs de mes livres sont singulièrement désaxés, n'est-ce pas? Ce sont presque toujours des fous ou des assassins. Quant au narrateur de Marienbad, il est probable que lui-même passe son temps dans une demi-inspiration proche du délire. Alors, à ce moment-là, se pose la question, quand on voit une image, à qui appartient-elle? Autrement dit, est-ce que si c'est quelque chose qui se passe dans la tête de quelqu'un, ou comme je l'ai dit à l'instant, à la rencontre d'une réalité et de la subjectivité de ce quelqu'un, qui est ce quelqu'un? Autrement dit, dans la tête de qui, devant les yeux de qui, se passent les images que nous voyons. Et à ce moment-là, deux grandes théories ont été avancées par les critiques. Tout se passe dans la tête de l'homme, on dit certains, et tout se passe dans la tête de la femme, on dit d'autres. Eh bien, là encore, je ferai une réponse qui pourra peut-être décevoir, mais de même que je réponds à combien de temps dure l'histoire? Est-ce qu'elle se déroule sur 1 an? Ou est-ce qu'elle se déroule sur 10 ans? Ou est-ce qu'elle se déroule sur 2 jours? De même que je réponds à cette question, non, elle se déroule tout simplement en 1h33, comme le film. Je réponds à la question, dans la tête de qui, devant les yeux de qui se déroule cette histoire? Eh bien, je réponds, elle se déroule devant les yeux du spectateur. C'est le spectateur qui est lui-même une sorte de créateur de l'histoire dans la mesure où justement il la voit. Et là, il y a probablement un phénomène important mais qui est assez difficile à préciser. On a dit que ce film faisait beaucoup appel au spectateur, qu'il faisait appel à lui infiniment plus que le cinéma traditionnel. Et aussitôt, on l'a interprété, comme je le disais en commençant, dans ce sens, c'est le spectateur qui doit décider de ce qui s'est passé vraiment. Et là, bien que je dise effectivement que le film fait appel au spectateur d'une façon très considérable, je ne crois pas que ce soit dans ce sens qu'il est à décider de ce qui s'est passé vraiment. Mais il fait appel à lui d'une façon plus subtile et plus ambiguë.
non pas pour choisir la vérité du mensonge, mais pour être lui-même cette espèce de jeu ambigu entre la vérité et le mensonge, où ni l'un ni l'autre ne l'emporte jamais totalement sur le premier. Donc, si le film a donné lieu souvent à des malentendus, c'est parce qu'on a essayé de lui appliquer des critères qui ne peuvent, à mon avis, correspondre qu'au cinéma traditionnel. Il est probable que cette œuvre ne ressemble pas du tout à un film ordinaire, et il est probable aussi que nous ne nous en sommes pas aperçus au départ. M. Cloutier a dit en présentant ce petit exposé que nous avions voulu renverser les normes de la création cinématographique. Je crois que ce n'est pas vrai, que nous avions l'impression, Alain Resnais et moi, de faire un film, en somme, très ordinaire, dans ce sens qu'il était très ordinaire pour nous, qu'il correspondait exactement à l'idée que nous avions d'un film, donc il était ordinaire par rapport à cette idée. Ce n'est que plus tard, quand le film a été projeté devant d'autres personnes, que nous nous sommes aperçus à quel point il bousculait certaines règles. Et la première de ces règles, c'était que ce film ne prétend pas raconter une histoire. Évidemment, il y a une histoire dans le film, mais c'est une histoire qui n'est pas plus racontée que l'anecdote qui peut être à la base d'un roman de Faulkner, par exemple, ou même d'un roman de Proust. Il y a une histoire, c'est-à-dire qu'il y a un homme, il y a une femme, il y a un troisième homme, il se passe quelque chose entre eux, mais le but du film n'est pas de la raconter. Le but du film, quel est-il? Il est, là encore, moins facile à préciser. Il est de créer un récit cinématographique. Autrement dit, de faire une œuvre qui tienne, qui ait une solidité, qui ait une nécessité, mais sans tenir cette nécessité de formes convenues telles que celles dont j'ai parlé il y a un instant, la chronologie, le personnage, etc. Une nécessité qui soit basée sur des valeurs, comment dire, émotionnelles presque. Par exemple, quand dans le film vous entendez un coup de pistolet, eh bien l'important n'est pas tellement de savoir ce que ce coup de pistolet signifie, autrement dit, qui l'a tiré, contre qui il était tiré, où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe, quel rôle est-ce que ça a, mais le rôle de ce coup de pistolet est, si vous voulez, de produire un choc. Autrement dit, si on me demande ce qu'il signifie, je ne peux répondre une fois de plus que par une tautologie peut-être un peu décevante. Ce coup de pistolet ne signifie que lui-même. Il ne renvoie qu'à lui-même et il n'a pas d'explication en dehors de lui-même. C'est un élément émotionnel pur. Je crois que tous les arts ont toujours été construits, ont toujours rêvé de construire des œuvres sur des normes de ce genre. Mais alors qu'on l'admet très bien pour la peinture, on ne va pas demander à un peintre pourquoi est-ce qu'il y a une tache rouge là, alors qu'on l'admet très bien pour un musicien, on ne lui demande pas pourquoi est-ce que vous avez mis un si bémol à cette place, n'est-ce pas? On admet pour lui des raisons de nécessité artistique. Il semble que pour le cinéaste, comme pour le romancier, on ait tendance à le ramener continuellement à un monde des significations pures, n'est-ce pas, où il devrait justifier le moindre élément, par exemple le moindre plan du film, le moindre coup de revolver, le moindre décor, le moindre éclairage troublant, etc. Or, à mon avis, les éléments cinématographiques qui entrent en ligne dans un film, par exemple un plan ou un bruit ou une lumière, n'ont pas à être justifiés avec plus de précision sur le plan des explications rationnelles que ne l'ont à l'être une tache de couleur ou une note de musique. Et je prétends qu'en agissant de cette façon, nous n'avons pas construit une œuvre pour cela gratuite, car le reproche qu'on fait à des œuvres qui répondent à de tels critères, c'est
si ça ne veut rien dire, vous auriez pu faire n'importe quoi d'autre. Je crois que c'est faux, n'est-ce pas, que ce sont des éléments dont nous avons senti la nécessité au moment de l'écriture pour moi, au moment du tournage pour René, au moment du montage pour Colpi, et que ce sont ces mêmes éléments-là qui agissent sur le spectateur et dont il reconnaît lui-même à son tour la nécessité. Et il les reconnaît tant et si bien que j'ai l'impression que les éléments en question peuvent être a posteriori justifiés même sur le plan de la psychologie. Et que si je voulais essayer de défendre ce film sur le plan du réalisme psychologique, par exemple, ça me serait très facile. En effet, quand nous vivons une passion, quand nous sommes nous-mêmes les acteurs et non pas des spectateurs étrangers à une passion, par exemple à une passion d'amour, le monde est continuellement beaucoup plus bizarre, beaucoup plus double, beaucoup plus contradictoire qu'il ne l'apparaît dans les histoires racontées dans les romans traditionnels ou dans le cinéma traditionnel. Et en somme, ce serait presque au nom d'un réalisme que nous pourrions parler, mais au nom d'un réalisme supérieur qui prétendrait, si vous voulez, être plus vrai que la logique. Bien entendu, quand on avance de telles choses, en France du moins, on se heurte immédiatement à une cohorte, mettons, de professeurs, qui, défenseurs assermentés du cartésianisme et de la logique, prétendent que tout doit signifier quelque chose, et prétendent même que si la vie est quelquefois un peu bizarre, l'art est justement fait pour l'expliquer. Et je crois que c'est très faux, que si la vie nous présente des passions douteuses, il est normal qu'on retrouve le même doute dans ces mêmes passions retransmises par l'art, et que probablement le rôle de l'art ne serait pas du tout de lever ce doute et cette incertitude, mais au contraire de le mettre en lumière. Autrement dit, de faire prendre conscience de l'ambiguïté de nos passions plutôt que d'essayer de nous rassurer sur le monde qui nous entoure en nous faisant croire qu'il fonctionne d'une façon parfaitement explicable, parfaitement rassurante et parfaitement calme. Autrement dit, il y aurait dans le roman contemporain, et quand je parle du roman contemporain, je ne veux pas dire seulement mes petits travaux ou ceux de mes amis, mais tout le roman du XXe siècle, depuis Kafka, Proust, Faulkner et bien d'autres, n'est-ce pas? Il y aurait comme une nouvelle idée de la réalité et une nouvelle idée de l'homme, qui admettrait que le monde n'est pas si simple, si vous voulez, et que probablement nous avons cessé de penser que l'homme en est une clé définitive. Il est normal qu'à l'époque balzacienne, il est normal que des esprits balzaciens du XXe siècle, même aujourd'hui, s'imaginent que tout dans ce monde possède une explication claire et qu'il s'agit seulement de la trouver et de la livrer au spectateur. Mais c'est en tout cas en contradiction avec toute la pensée contemporaine, aussi bien scientifique que psychologique, que morale, que métaphysique. Et je crois que cet art moderne qui a tellement inquiété certains esprits académiques n'est pas du tout un art révolutionnaire par rapport à ce que nous sommes, mais seulement un art révolutionnaire par rapport à ce que certaines gens voudraient que nous soyons. Autrement dit, Marienbad n'est pas un film difficile à voir, comme mes romans ne sont pas des films difficiles à lire. C'est un film, ce sont des romans qui correspondent probablement d'une façon plus directe avec ce que nous sommes. Et j'en en veux pour preuve que les réactions de certaines personnes tout à fait étrangères aux préoccupations intellectuelles, qui n'ont pas été formées dans les universités et qui ont des réactions directes devant les œuvres et qui lisent ces livres et qui voient ce film ou ces films d'une façon très directe en s'y reconnaissant, en disant c'est vrai, on n'y comprend pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on vit. Tandis que, au contraire, les esprits qui
tentent continuellement de limiter les dégâts, de donner des explications à tout, ceux-là probablement fourniront des explications qui paraîtront sur le moment rassurantes, mais en réalité qui n'expliqueront rien du tout et qui par conséquent n'auront même aucune importance, aucune existence, aucune réalité.